Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Henriot et je suis psychologue. Je vais vous raconter l'aventure de la création de la TBSI, une thérapie brève aux résultats exceptionnels. Alors pour ça, je dois vous parler de mon parcours de soignant. J'ai 72 ans en cette année 2016 et j'exerce depuis plus de 40 années, en fait depuis 1968. Vous l'aurez deviné, je suis passionné par mon métier, à tel point que j'ai passé beaucoup d'énergie à chercher la psychothérapie qui serait la plus efficace pour mes patients. Du coup, j'ai expérimenté pour moi-même et dans ma pratique, expérimenté tout au long de ma vie. J'ai suivi quasiment toutes les thérapies existantes, qu'elles soient à support émotionnel, corporel, symbolique, cognitif, psychanalytique, systémique, humaniste. J'ai vraiment eu beaucoup d'expériences diverses. Bien sûr, au fur et à mesure de mes avancées, j'en faisais bénéficier mes patients, aussi bien en individuel qu'en groupe, en face-à-face qu'en divan, aussi bien en thérapie brève ou en thérapie de couple, qu'en psychanalyse à long cours. Parce que je pratique aussi la psychanalyse rêve éveillé, après en avoir suivi une pendant de nombreuses années pour moi-même, et m'être ensuite formé en didactique. Donc des tas d'expériences, mais je restais un chercheur, et je désirais trouver ou créer une thérapie qui présenterait les caractéristiques suivantes. Elle serait brève, aux alentours de 4 à 5 séances, en tout cas pas plus de 10 séances. Elle serait vraiment efficace, et ça dans la très très grande majorité des cas. Et enfin, elle serait susceptible d'être pratiquée par toute personne de bonne volonté, intéressée par l'humain, sous réserve évidemment, d'une part d'être bien positionné dans ses interactions avec la personne qui consulte, et d'autre part de suivre un protocole précis, lui donnant un cadre et des repères incontournables. Voilà, c'était ce que je souhaitais, brève, réellement efficace et susceptible d'être pratiquée par un très grand nombre de gens. Alors je m'en approchais de plus en plus dans les années 2000, année où ma femme, qui est aussi psychologue et psychanalyste, ma femme et moi-même, nous avons mis sur pied en France les GEP, les groupes d'entraide psychologique, dans lesquels des personnes de toutes origines s'entraidaient d'une façon très efficace, après avoir suivi une première formation de base à l'écoute mutuelle. Bon, les participants, évidemment, se retrouvaient aussi en groupe mensuel de mise à jour afin de ne pas jamais verser dans la thérapie sauvage. En 2005, ils étaient 500 participants répartis sur 21 villes en France, à s'entraider, à se donner du soutien. C'était très enthousiasmant, pas mal quoi. Mais je continuais mes recherches. En effet, dans les centaines de thérapies de toutes sortes, des plus farfelues aux plus scientifiques, toutes se prévalaient de résultats, attestés par des témoignages enthousiastes. Alors, comment c'était possible ? Mes investigations m'ont permis de comprendre qu'en réalité, toutes reposaient, sans vraiment le savoir, sur des facteurs communs non spécifiques. Facteurs qui se retrouvaient présents lorsqu'il semblait y avoir une réussite et qui n'avaient pourtant rien de spécifique à cette thérapie-là. Tels que par exemple les 4 points suivants. L'effet Rosenthal, basé sur les présupposés et les attentes du thérapeute. La motivation, fortement corrélée au niveau de souffrance de la personne qui consulte. L'alliance initiale, telle que l'ont très bien étudié les Américains, et le bien connu effet placebo. Après avoir étudié soigneusement l'impact et l'intérêt de chacun de ces 4 points, je cherchais le noyau dur spécifique, différent des facteurs communs non différenciés. Un noyau dur qui permettrait non seulement un changement libérateur, mais aussi la stabilisation dans la durée d'une évolution positive. En effet, jusqu'à présent, la plupart des thérapies brèves donnaient des résultats, mais on ne pouvait pas dire avec certitude qu'ils étaient stables dans le temps. Et les quelques thérapies profondes existantes, telles que la psychanalyse, pouvaient par contre amener des changements identitaires durables, mais au prix d'un nombre de séances étalées sur de nombreuses années.
Alors j'ai été conduit à m'interroger sur la résistance au changement et sur la répétition des schémas et des croyances qui nous tiennent et nous maintiennent dans des situations de souffrance. Pourquoi et comment vivons-nous et restons-nous dans des relations affectives difficiles, dans le manque de confiance en soi, dans des doutes quant à ce que nous transmettons à nos enfants, dans les symptômes divers, dans le sentiment que notre vie est une sorte de quotidien qui finit par nous perdre, le nez dans le guidon? Pourquoi et comment aussi devrions-nous faire pour retrouver du sens, savoir gérer et changer ce qui nous fait souffrir, pouvoir vivre plus sereinement avec de belles relations amoureuses, amicales, affectives, découvrir nos capacités et notre créativité, et finalement avoir le sentiment que notre vie a du sens et pourrait aider le monde à devenir meilleur. Ces questions d'immobilisation dans les filets d'une vie peu satisfaisante et parfois bien souffrante m'ont amené vers un point fondamental qui est le suivant. Pour créer et maintenir notre identité, il nous a fallu, au long de notre développement psychologique, installer des frontières intérieures stables et rassurantes entre diverses parties de notre psychisme. Mais ce sont justement ces frontières nécessaires qui, en contrepartie, nous enserrent et nous délimitent. En somme, ce qui nous constitue est aussi ce qui nous étouffe, lentement. J'aurais envie de dire, pour le plaisir du jeu de mots, ce qui nous constitue est ce qui nous tue, mais ce serait très exagéré. Cependant, ces frontières nécessaires sont parfois remises en cause dans notre chemin de vie, car nous ne pouvons pas rester fixement sur un certain mode. La vie nous pousse à devoir évoluer lors de certaines crises. Or, chaque fois qu'une de ces frontières est poussée à être mise en cause, afin de permettre notre évolution, spontanément, nous avons tendance à lutter pour maintenir l'équilibre antérieur. Nous freinons des cas de fer pour ne pas établir le nouvel équilibre qui nous serait pourtant indispensable et nous apaiserait. Nous essayons de maintenir l'ancienne homéostasie, mais la crise nous secoue. Angoisse, somatisation, difficultés relationnelles, déprime, bon, tout ça c'est au rendez-vous. Lorsque nous essayons à tout prix d'empêcher cette remise en question de nos systèmes antérieurs, et si par malheur nous y arrivons, alors nous stoppons le mouvement maturatif exigé à cette période. Nous nous accrochons à notre ancienne façon de voir notre propre identité, notre caractère, nos façons de faire, etc., et du coup, nous nous privons de découvrir une nouvelle identité qui inclurait désormais des capacités que nous avions précédemment refusées ou mises de côté. Je compris que l'enjeu était identitaire et se jouait autour des frontières rassurantes établies auparavant. Pouvoir supporter une évolution identitaire, malgré l'angoisse que cela suppose, était le point clé. Celui qui amènerait un résultat durable, puisque lié à une évolution personnelle profonde et non pas à une situation dénouée sur un mode habituel dans cette conjoncture-là. Donc cette question de frontières, remise en cause par une situation nouvelle, exigeant par conséquent des changements, mais suscitant notre peur et nos freins, supposait une façon spécifique d'aider la personne en crise. Restait alors à s'appuyer sur ce que j'avais dénommé les passes frontières, dont les principaux sont l'émotion et les images, tout en assurant les conditions nécessaires pour que la personne puisse s'approprier le chemin vers elle-même et ne l'effectue pas sous les interventions d'un thérapeute donneur de belles idées, de belles interprétations, de solutions à sa manière ou même de leçons. Donc l'aider avec cette question de frontières identitaires à faire évoluer, mais faire absolument le nécessaire pour que la personne s'approprie le chemin qu'elle était en train de faire afin de pouvoir en conserver les découvertes et les capacités. Si bien que j'ai alors dégagé 2 points déterminants pour le thérapeute. Tout d'abord, le positionnement. Celui-ci tient à une position de base que j'ai appelée la relation d'équivalence. Cette relation s'appuie sur une théorisation
issus à la fois de la psychanalyse, à la fois des thérapies humanistes et à la fois de l'apport systémique. Bon, je ne détaillerai pas ici, mais on peut résumer en disant que le thérapeute adopte une position basse, va au fond de l'émotionnel de la situation et permet de créer une alliance puissante. Le but est de permettre systématiquement la possibilité pour la personne qui consulte de découvrir qu'elle est au centre du processus et qu'elle a les moyens de changer. Donc, dans ces deux points fondamentaux pour le ou la thérapeute, le premier est le positionnement juste. Celui-ci suppose d'avoir fait un travail sur soi-même et pas seulement d'avoir des connaissances ou une pratique technique. En formation, les participants se donnent entre eux des entretiens de TBSI, thérapie brève self-inductive, tel que je l'ai appelé, et ils font ainsi d'une pierre deux coups. Ils se forment et apprennent une pratique, et en même temps, ils vivent aussi un processus de libération personnelle et de changement. Le deuxième point, après la question du positionnement, suppose pour le thérapeute de suivre un protocole rigoureusement calibré. Ceci permet à toute personne bien positionnée d'avoir une réelle efficacité et des résultats vraiment étonnants, amenant non seulement une solution au problème posé, mais aussi une découverte et une appropriation de nouvelles capacités, de nouvelles façons de faire. Ce protocole est une sorte de partition de musique à exécuter du mieux possible. Tout comme dans la musique, une partition doit être jouée en respectant chaque note, et pourtant, cela laisse la part à la beauté et à la subtilité de l'interprète, comme nous le savons. La formation transmet donc cette partition et apprend à jouer le mieux possible. Depuis 4 années, mon école et moi-même avons formé plus de 150 personnes à cette pratique, professionnels de diverses origines, y compris psychologues, mais aussi non professionnels, intéressés par tout ce qui concerne l'humain, quelle que soit leur profession. Les résultats sont tellement encourageants que je souhaite désormais faire connaître cette pratique au plus grand nombre de gens, à travers la francophonie, et si on peut espérer encore plus largement. À noter que mon école forme aussi à une pratique extrêmement intéressante et efficace elle aussi, la psychanalyse rêve éveillé. Arrivé à mon âge, marié depuis plus de 33 années, père d'une fille artiste, je me sens vraiment heureux et épanoui d'avoir enfin mis au point la thérapie que je cherchais à établir depuis si longtemps. Thérapie brève, qui amène des solutions et des changements très rapides, et qui permet à la personne qui consulte de s'approprier de nouvelles capacités et compétences, auparavant refusées ou endormies, ce qui entraîne ainsi une autre façon de s'habiter et d'habiter sa vie, suscitant des améliorations durables non seulement sur le problème amené, mais par extension dans les domaines auparavant étouffés, verrouillés, souffrants, si bien, pour finir, que l'ensemble des intimes de la personne, conjoint, enfant, en trouve des retombées bénéfiques. La personne découvre qu'en changeant, elle amène, sans même l'avoir cherché, le changement positif dans plein d'autres secteurs de sa vie, couple, famille, amis, profession. Alors tout ça me réjouit le cœur et j'aimerais que beaucoup d'autres personnes puissent ainsi non seulement évoluer elles-mêmes, mais aussi permettre de belles découvertes libératoires autour d'elles et pour les gens qui consultent. En somme, que chacune de ces personnes puisse grandir et faire grandir. Si vous êtes intéressé par la psychologie, par tout ce qui concerne l'humain, par le désir de mieux réaliser votre vie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne vidéo gratuite nommée Zouti Psy. Soyez indulgents pour toutes les premières, le fond de leur contenu est tout à fait valable, mais leur forme est encore très amateur. Et vous êtes libre aussi d'aller voir ce qu'il en est des formations, aussi bien en e-learning sur Internet qu'en présentiel lors de stages pratiques, en allant sur le site r-psy.fr. Je vous souhaite, avec beaucoup de sincérité, de réaliser le mieux possible votre chemin de vie.